Au début de la vente, on va parler du courant qui est le japonisme, donc avec toute cette inspiration dès 1870. Donc on a deux pièces extraordinaires de Laurent Bouvier. Donc on a tout d'abord cette pièce-ci, vous voyez, donc qui, elle, reprend tous les principes naturalistes du japonisme. Et on a des pièces comme ça de Kazin aussi, tout à fait dans cet esprit japoniste. Donc on revient à la vision d'une nature idéale et ancestrale. Alors ce qui est assez étonnant pour Laurent Bouvier, c'est de vous montrer également ce vase qui est daté lui aussi de 1870 et qui, comme ça n'échappe à personne, est un vase qui, quelque part, met en place l'esthétique art déco à sa façon. Ce céramiste Laurent Bouvier était vendu chez Durand-Ruel qui avait choisi de le présenter au milieu des peintres impressionnistes. 1870, donc vraiment, on est très très tôt et c'est une esthétique qu'on ne connaît pas dans ces années-là. Théodore Deck, qui est considéré comme le céramiste de 1870, qui est vraiment à la base de la céramique de ces années-là. Donc Théodore Deck a une formation de chimiste et donc tout son premier travail a été de retrouver des bleus très profonds dans l'influence de l'islam. Donc là, on est dans des bleus de type isnique qu'il a mis au point. Ensuite, il a retrouvé des céladons et petit à petit, Deck jette un peu les dés de toute cette période-là en retrouvant des sangs de bœuf, etc. Aux différentes expositions universelles, il est à chaque fois consacré puisqu'il nous donne un panorama éblouissant de tout ce qu'on peut faire en céramique. Alors en couverture de notre catalogue, nous avons choisi cette pièce de Jean Cariès, donc pièce superbe à décor de coulure et à décor de traces d'or, donc vraiment une pièce issue des principes du japonisme. Cariès est un grand sculpteur français dont l'œuvre céramique s'est déroulée uniquement sur 4 ans et en 4 ans, il a fait des recherches très très extraordinaires, justement essentiellement d'émaillage et un certain nombre de céramistes ont lui emboîté le pas sous la terminologie d'école de Cariès. Et donc là, vous avez par exemple une très belle pièce de Jeannet. Donc, vous voyez avec un décor de surémaillage, un décor de crispation d'émail et là encore un aspect naturaliste. La coloquinte a l'air d'être en train de pousser sous nos yeux en fait. Ensuite, et toujours dans un esprit de recherche, on a un autre céramiste important qui lui emboîte le pas, qui est Chapelet. Donc toujours la grande quête, en fait, toujours dans la mouvance du japonisme, c'est de retrouver les secrets. Alors on avait cherché au XVIIIe à retrouver les secrets de la porcelaine. Là, on cherche à percer les secrets des émaillages. Et donc Chapelet, donc, qui donne des coulures de sang de bœuf, des coulures ici très très épaisses de matière et un travail de surémaillage avec beaucoup d'aspects vibrants, etc. Voilà, on a ça aussi, vous voyez, sur cette poire. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout le talent de ces céramistes, c'est de concevoir des pièces pour lesquelles ils vont beaucoup jouer avec l'émaillage. Et en général, il y a tout un travail de cuisson, alors c'est compliqué parce qu'on est à 1300 degrés, il faut gérer la température dans le four. Et ce qui donne toujours des très beaux effets, c'est de savoir chauffer suffisamment la pièce pour qu'on ait des coulures très denses, mais qu'on ait déjà des parties un petit peu déshabillées d'émail, ce qui donne une espèce de contraste sur les pièces. Alors ici, une des pièces très extraordinaires d'Auguste de la Herche, une pièce dessinée en 1893, réalisée en 1894, une maîtrise parfaite de l'émaillage sang de bœuf. Cette pièce donc, est sans doute une des pièces les plus abouties au niveau du dessin par rapport à tout ce qu'on connaît de l'œuvre. Les carnets de dessin sont d'ailleurs conservés au musée d'Orsay. Et la seule pièce de ce modèle, il y en a eu 12 de réalisées, une qui a été rejetée après cuisson. Et la seule pièce connue aujourd'hui à ce modèle-là est conservée dans les collections du musée de Boulogne-sur-Mer. Là, on a cette pièce d'Edmond Lachenal. On a l'impression, vous voyez, d'avoir une fontaine qui coule. C'est tout à fait extraordinaire. On n'imagine pas de premier abord, mais c'est une maîtrise de la cuisson absolument parfaite. Sinon la pièce est ratée. Je vous ai parlé, vous voyez, d'Edmond Lachenal, donc, qui est le père de Raoul. Raoul, donc, à ses débuts, travaille en 1900, un peu dans la mouvance du père, avec des pièces tout à fait naturalistes. Et ensuite, Raoul, évidemment, va jusqu'à l'art déco. Et là, toujours avec ses principes, il met au point pour l'art déco un principe extrêmement précieux, mais dont le graphisme a complètement évolué. Donc, il fait partie de ces céramistes qui ont su changer de génération et d'esthétique. Et à nouveau, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est qu'à partir du moment où arrive la guerre de 40, on a
tout un tas de céramistes qui, cette fois-ci, ne cherchent plus les coulures extraordinaires comme il l'avait fait en 1870, mais cherchent à repartir dans les réinterrogations de l'art populaire essentiellement français. Et donc, on a des céramistes comme Paul Beyer. Alors, c'est un mouvement qui démarre, ça, c'est une pièce vers 1935, donc c'est un courant qui démarre avant-guerre. On repart sur des céramistes comme Marie Talbot, qui avait vraiment fait de l'art populaire un petit peu sophistiqué. Et avec ces principes-là, on met en place donc de nouveaux objets, en ayant un émaillage maîtrisé. On a Madura, donc Suzanne Ramier à Valoris. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir cette tarasque, puisque ça, c'est des formes qu'elle va puiser dans le répertoire de l'art populaire, et ensuite, ces formes absolument inchangées sont utilisées par Picasso comme base de sa création. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a vu qu'on réinterrogeait la tradition populaire, et donc beaucoup de céramistes se plongent vers le grès, avec l'aspect austère du grès cette fois-ci. On ne travaille plus les subtilités de l'émail, mais cette fois-ci, on travaille à nouveau dans la pièce sculpturale. Donc là, vous voyez, cette pièce d'Albert Vallée est tout à fait incroyable. Il faut une maîtrise, une capacité pour le cuir. Il n'y a pas de fente, il n'y a pas de fel. C'est une pièce extraordinaire au niveau de visuellement et puis au niveau de sa conception également. Georges Jouve aussi, qui est peut-être le céramiste le plus connu de l'après-guerre en France. Donc vous voyez, là on a une pièce très tôt, donc une pièce très épaisse, qui a déjà un dynamisme propre, mais qui ressemble d'une certaine façon à une céramique populaire un petit peu virtuose. Et en l'espace de quelques années, puisque Jouve commence à travailler la céramique en 1942, décède en 1963, donc c'est un parcours très court, et on va jusqu'à cette table, donc qui est une pièce du début des années 60, où là, tout d'un coup, il a mis en place un système qui est proche d'une architecture des années 70, d'ailleurs, avec un effet de claustrat, un effet vibrant, etc. Donc, on voit que très très vite, après la guerre, on va chercher dans la céramique populaire et on s'en affranchit à toute vitesse pour partir dans des principes de l'architecture, et là encore des principes vibrants, mais déclinés autrement. Comme pièce intéressante des années 70, cette lampe de Masson, vous voyez. Donc ça, c'est une lampe qui reprend un peu les architectures d'André Bloch, en fait, mais cette fois-ci, qui les met en mouvement dans l'espace et qui donne tout ce qu'on va connaître après, toutes les belles claustras et toute cette esthétique, là encore, architecturale. Il y a des pièces évidemment monumentales. Donc par exemple, il y a cette pièce de Luc Lanel. Alors Luc Lanel est un céramiste qui, en parallèle, avait une carrière de directeur artistique auprès de la Maison Christophe. Et donc Luc Lanel, pour l'exposition coloniale de 1931, a fait une pièce africaniste très monumentale. Et on a la chance d'avoir des photos in situ de cette pièce au cours de l'exposition. Deux pièces de Kim Simonson qui sont ici, donc, voyez cette jeune fille. Donc lui, il interroge un petit peu, c'est un Finlandais qui interroge un petit peu le temps, l'espace, avec une dimension à la fois de surprise et parfois d'inquiétude. Et en tout cas, il utilise les mêmes principes qu'au début du siècle, comme l'avait utilisé Carriès, c'est-à-dire le principe des coulures qui dynamise la pièce. Et l'autre pièce qu'il nous propose, c'est cette pièce qui est un hommage à Carrie, où le personnage reçoit un pot de peinture. Et là encore, on est toujours dans cette notion de dynamique. Et ce n'est pas de la peinture, non, c'est de l'émail. Antoinette Allais, ancien conservateur du musée de Sèvres, disait qu'un céramiste était de toute façon seul parce que sa femme l'avait quitté, vu le peu de moyens que tout ça générait. Donc ça veut dire que tous, effectivement, ils sont complètement dévolus à leur art et prêts à tout y sacrifier.